Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vous êtes formidables. Ce matin, nous recevons Sophie Tellmen, neurologue à Lorient, mais le public vous connaît surtout comme romancière. 7 romans à votre actif, dont le dernier à paraître le 30 mars. Dès matin, je remercie d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés ce matin, votre papa, médecin généraliste à l'IFRE, Patrick Horry. Vous êtes médecin généraliste depuis 39 ans dans cette ville. Camille Mofidi, vous êtes responsable Europe pour Kobo Writing Life, librairie numérique en partenariat avec la FNAC. Et vous avez souhaité également mettre à l'honneur une association Rosenpaul, dont vous êtes la présidente, Laure-Anne Billot, association qui permet à des femmes touchées par un cancer du sein de s'initier à la pratique du pole dance, maladie que vous abordez en partie dans votre dernier roman. Bienvenue à tous. Alors Sophie Tellmen, ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir l'un des parents de notre invité principal. On va évidemment revenir sur votre enfance peut-être. Quelle est la première image qui vous replonge dans Sophie, la petite fille? Je ne sais pas, tu en parleras peut-être, mais j'étais très créative. Ouais. Et un peu originale, toujours dans mes rêves, à jouer avec mes poupées, à inventer des histoires déjà toutes petites. Vous racontiez des histoires déjà toutes petites? Exactement, il paraît même que je mettais en randonnion les copains de classe dans la cour pour leur raconter mes histoires. Quel enfant était Sophie? Quel enfant c'était? Effectivement, ouais, très créative, pas toujours facile, avec des idées bien arrêtées quand elle avait décidé de faire quelque chose. Une enfant facile, mais avec un caractère quand même... Avec son petit caractère quand même. Ouais, bien trempé. Ouais. Est-ce qu'elle avait toujours le sourire? Parce qu'elle nous a envoyé un certain nombre de clichés. Elle nous a ouvert son album personnel, on la voit sourire souvent à pleines dents. Ah oui, elle était très souriante. Oui. Ouais, quelqu'un de très vivant? Oui, plus que vivante même. Hyperactive, j'ai l'impression que vous voulez dire. On voit aussi dans ces clichés beaucoup de décors comme la mer. Vous avez beaucoup de souvenirs aussi tournés tous les week-ends, nous, on allait se balader au bord de mer. Ça, c'est facile, hein. Il n'y en avait pas un seul week-end où on n'allait pas à Saint-Malo, au Mont-Saint-Michel. J'ai ces souvenirs et je disais souvent à papa, un jour, moi, j'habiterai au bord de la mer. D'accord, voilà. Et c'est le cas aujourd'hui. Hein. Et c'est le cas aujourd'hui. Alors, entre l'écriture et la médecine, quelle est la passion qui vous est venue en premier? Moi, dès que j'ai eu 6 ans, mes parents m'ont offert un livre d'or. Je savais écrire, j'étais au CP. Et pour que je puisse écrire des petits poèmes, des petites histoires. Donc j'ai toujours eu ce goût de l'écriture. Maintenant, j'ai été baignée dans un monde médical. Papa était médecin généraliste au sein de la maison de famille. Le cabinet était là, j'entendais la sonnette des patients qui rentraient tout le temps. Donc j'ai été vraiment baignée dans ce monde médical. Et c'est vrai qu'il nous a transmis à mon frère et à moi sa vocation, c'est sûr. Votre cœur a toujours balancé entre l'écriture et la médecine, ouais. Exactement. Et je suis très contente aujourd'hui de pouvoir faire les deux. Petite anecdote qui nous a été confiée par Monsieur Horry. Il paraît qu'au lycée, vous avez fait parler de vous dans le cadre du journal du lycée ou du collège. Il me semble. J'ai retenu cette anecdote-là. C'était par rapport à la caricature. Ah oui, moi j'aime aussi dessiner, je suis créative. Et je faisais des petites caricatures et effectivement, je faisais des caricatures des professeurs, et que je publiais dans le journal du lycée. Et puis je faisais aussi des petits textes, des petits poèmes. Et donc finalement, vous allez opter pour la médecine d'abord? Oui, en discutant, tu m'as dit de façon très pragmatique, on ne fait pas médecine par loisir. Donc, par contre, tu as toujours aimé écrire. Pression quand même, Patrick Horry. Tu as toujours aimé écrire, dessiner, même je faisais du théâtre. Ça pourra rester, ça pourra toujours rester. Mais par contre, ne le regrette pas, si tu te lances là-dedans, tu ne pourras pas revenir à la médecine par la suite. Et puis, je l'ai écouté, et puis j'avais vraiment envie aussi d'avoir un métier beaucoup tourné vers les autres, parce que c'est ça aussi, c'est la médecine. Tous les jours, je rencontre une centaine de personnes en travaillant à l'hôpital. Et ça, cet échange constant, j'aime bien ça. Ça me rythme, ça donne un sens aussi à ma vie. Et je ne raconterais pas mes histoires si je n'avais pas ce métier à côté. Donc, je suis très contente de pouvoir faire les deux. Est-ce que vous aviez imaginé qu'elle allait s'orienter plus vers la neurologie? Non, pas vraiment. Pas avant de commencer médecine. Oui. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Ça vous a surpris, ce choix? Non.
Non. Tu me disais souvent, c'était la spécialité la plus compliquée quand je faisais mes études. C'est vrai que c'est une des spécialités les plus compliquées, c'est la médecine interne. La médecine interne, c'est compliqué. C'est des diagnostics compliqués. Non, Mais ça lui correspond bien, c'est ce que vous dites aujourd'hui. Oui, ça lui correspond bien parce que c'est aussi peut-être la spécialité qui sera, avec la psychiatrie, qui se rapproche le plus de la littérature. Donc ça ne va pas forcément surprendre. On va y venir dans la prochaine partie. On va parler d'une toute autre passion, Sophie Tellmen. Vous êtes collectionneuse. On s'est rendu dans l'une de vos adresses où vous allez chiner. C'est à Lorient, à la Galerie Pomme, où nous attend Evan. Et oui Sophie, ce matin je fais un peu de shopping dans les rues de Lorient, dans l'un de vos magasins préférés, l'étrange cabinet de curiosité de Monsieur Pomme, alias Franck, qui est un personnage en couleur visiblement et qui va nous faire visiter sa belle boutique. Bonjour Monsieur Pomme. Bonjour à vous, bienvenue. Enchanté. Alors je ne sais pas trop par où commencer l'interview parce que vous avez eu plein de vies et maintenant vous êtes brocanteur à Lorient. Qu'est-ce que vous proposez dans votre magasin qui n'est pas une brocante ordinaire ? Alors non, c'est pas une brocante ordinaire. J'ai fait plutôt un cabinet de curiosité qui va relier en fait 3 choses. La brocante classique, ce qu'on a pu trouver chez nos mères, nos grands-mères, nos grands-tantes, donc moins de 100 ans. L'art bizarre, donc tout ce qui est art singulier, avec 12 artistes. Et puis tout ce qui est cabinet de curiosité, des choses bizarres qu'on n'a pas l'habitude de voir. Vous aimez quand c'est bizarre, quoi. J'adore ça. J'adore ça. Ça fait combien d'années que vous êtes installé à Lorient ? Donc là, ça fait 7 ans que je suis sur Lorient. Avant, j'étais en Afrique du Sud, donc ça fait un petit bout, mais c'était uniquement un travail artistique que je faisais là-bas. Et du coup, pourquoi la brocante ? Parce que je suis passionné d'objets. Je trouve que l'histoire des objets est fabuleuse et puis ça permet de découvrir des objets qu'on n'utilise plus au quotidien. Alors justement, on sait que Sophie est assez attachée au domaine médical. Oui, Quel objet vous pourriez lui proposer pour sa prochaine visite ici ? Ah, je pense qu'un microscope pourrait le faire, comme celui-ci, ou Si alors vous n'en avez pas déjà un. peut-être une petite main pour l'aider à écrire ses romans. C'est toujours bien d'avoir une petite main. Bah oui, je pense. c'est vrai. Et on a aussi ce joli cadre, ce qui représente un Alors cerveau. c'est une imagerie de cerveau, ça C'est ce le serait... Non, sûrement pas, parce qu'il est bien plein celui-là, je n'irai pas jusque-là. Sûrement celui de Sophie. Ah ouais, voilà. Vous n'hésitez pas parce qu'on vous le réserve, Sophie. Alors, rien ne vous prédestinait à faire de la brocante puisque vous avez commencé votre carrière sur des porte-avions. Qu'est-ce que vous y faisiez ? Ah bah, j'étais à l'armée, donc c'était le service long, service militaire obligatoire, donc c'était pendant la guerre Iran-Irak, dans le golfe d'Ormuz, donc sur porte-avions Clémenceau parce qu'il était armé, et ensuite je suis passé sur le Foch. Et vous qui aimez le domaine artistique, ça vous a plu aussi le domaine militaire ? Ah, ça m'a super plu. Ah ouais ? Bah, c'est un peu la sociologie qu'on peut, Oui, qu'on oui, peut oui. Et puis voir. il y a plein d'objets aussi. Et puis sûrement. voilà, et puis on étudie l'humain aussi, ça m'a plu. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait ensuite ? Ça a été un peu le moment où vous vous êtes révélé en tant qu'artiste. Alors après, je suis parti à l'île de la Réunion parce que j'y avais vécu petit. Et là, je suis resté 20 ans et j'ai été plutôt comédien et danseur là-bas. Et alors maintenant, vous êtes toujours comédien, mais d'une autre manière, puisque sur TikTok, donc le réseau social préféré des jeunes, on peut dire, vous avez plus de 40 000 abonnés. Qu'est-ce que Oui, vous faites comme c'est type ça. de vidéo ? Alors je fais des vidéos courtes de présentation d'objets, j'explique l'objet avec humour et sans prétention. Et c'est vrai, je suis à plus de 43 000 abonnés même. Et ça génère des gens qui viennent acheter des objets ensuite. Alors après des gens viennent acheter avec leurs parents, leurs grands-parents, et puis j'expédie également dans toute la France. Bon, donc vous êtes un brocanteur moderne. C'est ça. Un petit objet là qui vous amuse, qu'on verrait autour de nous. Oh, Ah ouais, je vous prends de court. Là. Ah bah oui, j'avoue que regardez, il est génial. celui-ci. C'est le petit cochon qui fait pouet pouet. Je pense qu'il irait très bien sur notre plateau à France 3. Bah, on va peut-être vous le réserver. Qu'est-ce que t'en penses, Anne Fanté ? Ouais, je sais pas trop s'il va coller à notre déco. Vous connaissiez, Sophie Tellmen, l'étendue des talents de Franck et Stéphane ? Non, je les découvre, mais en tout cas, c'est un personnage, il Ouais. faudrait l'inviter. Alors, vous êtes collectionneuse, quels sont les objets fétiches que vous aimez aller chiner ? Alors moi, j'adore les machines, les vieilles machines à écrire, forcément en lien avec mon métier d'autrice. Et c'est vraiment effectivement une de mes machines. Trouvailles, oui. Des objets qui ont souvent des couleurs magnifiques en plus, métalliques. Et puis surtout, je me dis qu'elles ont une histoire. Je m'imagine tous les textes qui ont été tapés avant. Voilà, ça, j'adore les collectionner. Et autre penchant pour les cafetières aussi. Vous buvez beaucoup de Cafetière, café ? métallique, parce que effectivement, je suis très attachée à l'île de Groix, où on appelle les Groisillons les Grecs, et cafetière en breton se dit grec, café.
Et vous buvez beaucoup de café en Et écrivant? je bois beaucoup de café. Alors, on va revenir un tout petit peu à votre premier métier de cœur. Peut-être pour que les téléspectateurs puissent se faire une idée, ça ressemble à quoi finalement le quotidien d'une neurologue? Alors, neurologue, on s'occupe de maladies qui ont trait au cerveau, à la moelle épinière, aux nerfs, aux muscles. Donc, c'est très vaste. Moi, souvent, on est surspécialisé parce que c'est une spécialité vaste. Donc, moi, je suis neurologue à l'hôpital, dans une unité où on accueille beaucoup d'AVC, avec une urgence AVC. Et je me suis spécialisée aussi dans la maladie de Parkinson. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez voulu que votre père soit à nos côtés parce qu'il incarne quelque chose de la médecine qui est importante pour vous. Oui, c'est vrai que... Alors souvent, dans les interviews, je dis que papa, il exerce une médecine que je dis à l'ancienne. Alors, il rigole. Alors, il va nous expliquer ce que c'est qu'une médecine à l'ancienne. Les patients me font des remarques d'ailleurs parce qu'ils ont lu l'article en me demandant ce que c'est que la médecine à l'ancienne. Alors, qu'est-ce que c'est que pour vous, Patrick Horry? Alors la médecine à l'ancienne, ça c'est plutôt ton expression à toi, enfin, c'est plutôt comment moi j'exerce. C'est des horaires assez longs, c'est des journées de 12-13 heures. C'est moi qui prends mes rendez-vous avec les patients. J'ai eu un petit problème de santé il y a 4 ans, donc je fais moins de visites maintenant, mais c'était aussi aller au contact de vos patients. Aller au contact des gens, ouais. Et puis c'est... Puis surtout, vous exercez à domicile, chez vous. Les patients viennent chez vous. Ça fait 39 ans que je suis dans la même pièce. Donc, oui, effectivement, les patients viennent au cabinet. Ouais. Ça vous a forcément... Et je rajouterais que ces patients, la plupart l'appellent par son prénom, Patrick. Voilà. Qui voit ça? Ça vous a forcément touché aussi dans votre manière de faire, peut-être, de soigner? Je pense qu'effectivement, il nous a transmis cette vocation à mon frère aussi, qui est médecin aussi. Et c'est vrai que c'est le contact. Papa, il a toujours adoré le contact. Des fois, je me rappelle, on était dans notre salon, la porte s'ouvrait, et puis il nous montrait un de ses petits patients, un petit bébé tout mignon. Regardez comme il est mignon. Et nous, hop, on arrêtait notre vie, et puis on disait bonjour. Et puis... Mais la médecine s'invitait chez nous, et puis c'était comme ça. Des fois, ça sonnait le dimanche. Quelqu'un qui n'allait pas bien, il allait voir Patrick. J'ai toujours connu ça. Mais d'un autre côté, je voyais qu'il était important aussi dans le village. Moi, quand j'étais à l'école, j'étais la fille de Patrick. La fille du et médecin. donc, je n'avais pas non plus le droit de dire n'importe quoi en classe et de faire n'importe quoi dans la cour. Donc, voilà. Alors, vous avez poussé d'autres portes. Pour vous, la neurologie est une spécialité éminemment littéraire. Expliquez-nous comment vous faites ce pont, ce lien. C'est vrai que moi, au lycée, je lisais beaucoup. J'ai lu un livre vraiment... qui m'a donné envie de faire neurologie, qui s'appelait L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau d'Oliver Sacks. C'est des petites scénettes où il décrit des patients qui ont des troubles neurologiques et il met en lien ces troubles à la zone de cerveau impliquée. Et donc j'ai vu qu'effectivement le cerveau c'est comme un ordinateur avec des zones, du langage, émotionnel, etc. Et ça m'a vraiment passionnée. Je me suis dit, mais je me posais ces questions, d'où viennent nos émotions, pourquoi on a cette propre personnalité, où sont tous ces réseaux-là, comment ça fonctionne, ça m'a toujours intéressée. Alors votre 7e roman n'échappe pas à l'univers médical. On suit Marie, une jeune interne qui quitte Brest pour 6 mois de stage à Paris. Elle est gynéco. Le milieu médical, ça va toujours de soi pour vous en tant que décor dans un roman, ou est-ce que ça vient... J'en mets toujours un petit peu. Ouais. C'est un critère incontournable. Vous vous dites, avant même de commencer à écrire, il faut qu'il y ait un petit peu de... En fait, tout a commencé, j'avais des personnages dans mon premier roman, Marie-Lou et Mathieu, qui étaient 2 internes en médecine à Brest, avec des personnages secondaires, dont Marie. Et puis après, je fais une sorte de saga où chaque livre est indépendant, mais où les lecteurs ont plaisir, s'ils me connaissent, à retrouver des personnages secondaires qui deviennent principaux. Et Marie, certains lecteurs m'avaient dit, mais moi j'aimerais bien la voir en tant que personnage principal un grâce jour, aux etc. lecteurs que vous vous êtes dit, il va falloir qu'elle ait une seconde vie dans un autre roman. Tout à fait. Et puis de toute façon, elle était tellement haut en couleur que j'avais vraiment envie qu'elle ait son histoire à elle. Et c'est par ce biais-là que j'ai toujours un peu de médecine, parce que cette bande d'amis, voilà, après j'en fais plein d'autres histoires. Alors ce qui est étonnant, c'est que vous n'avez jamais exercé à Brest. Pourquoi vous choisissez ce lieu? C'est pour brouiller les pistes, pour que... D'une part, brouiller les pistes, où je m'inspire de collègues aussi que j'ai côtoyés, de patients que j'ai côtoyés ailleurs. Comme ça, personne ne se reconnaît. Ça, c'est super. Ouais. Et j'adore le Finistère.
Ouais. Et puis, tout est parti d'une phrase d'une de mes internes qui me disait « Oh là là, je suis atterrie à Lorient, je suis contente parce que j'aurais pu atterrir à Brest, le bout du monde. » Et je lui dis « Pardon, pour les Brestois. répète. » Elle venait d'ailleurs et je lui dis « Non mais voilà, c'est le départ de mon premier roman. » C'est vraiment de cette phrase, je me suis dit « Je vais en faire une histoire parce que c'est drôle. » On arrive avec un peu d'appréhension en disant « J'arrive au bout du monde » dans une ville très minérale aussi qui a été détruite. Et puis on découvre voilà, une magnifique ambiance et puis des magnifiques paysages autour. Voilà, mais j'imagine quand même qu'il y a des collègues, des patients qui doivent se dire « Ah, mais ça me ressemble un petit peu, toute ressemblance n'est pas forcément fortuite. Oui, et puis, mais il y a toujours beaucoup de bienveillance dans mes histoires. Donc, mes patients, moi, c'est un nom de plume, hein, donc c'est pas mon nom de médecin. Donc, ils l'apprennent pas forcément facilement, mais quand ils l'apprennent par le biais de journaux, c'est toujours, ils sont toujours contents. Et puis, certains m'amènent un livre en dédicace aussi à la fin de la consultation. Donc, c'est jamais un problème pour eux. Alors, ce que moi j'ai appris, que j'ai trouvé absolument étonnant, c'est que Patrick Horry n'a jamais lu vos romans. Alors ça, c'est assez incroyable. Il va falloir que vous nous expliquiez comment cela est possible. Alors, je pense que c'est par pudeur. Ouais. C'est pas si facile que ça de lire ce qu'a écrit sa fille ou ses enfants. Oui, c'est par pudeur. Ouais. Vous avez peur de découvrir des choses inattendues Je ne sais pas si j'ai envie de les découvrir, justement. Donc, Alors que je mets rien de si personnel dans mes histoires, finalement. Mais ouais. mais ça viendra, ça viendra. Vous trouvez ça assez étrange quand non, même, non ça colle avec la personnalité de mon papa. Ouais. Ouais. Mais cette pudeur bretonne, c'est vraiment... Moi, Ça fait partie de ça la fait famille. partie de la famille, ouais. Et pourquoi le nom Talmen? Alors, quand on le retourne, ça fait mental. Ouais. Un lecteur bretonnant m'a dit que Talmen, c'est pic rocheux et que ça veut aussi dire un petit peu avoir... ça veut dire aussi front et d'être un peu têtu. Donc, avec une personnalité un peu têtue. Donc, je trouve ça rigolo. Plein de choses. Un endroit que j'aime bien aussi en Bretagne. Alors, je voulais revenir sur votre premier roman, parce qu'au moment où vous l'avez proposé à des maisons d'édition, elles ont toutes refusé. Donc, vous avez été obligé d'aller sur Internet. Et ça, est-ce que c'est quelque chose que vous vivez encore comme une mauvaise expérience après le succès que vous avez eu? Ah non, moi je vis ça comme un réel tremplin en fait. Ouais. On m'avait prévenu que l'attente était longue quand on envoyait le manuscrit dans les maisons d'édition et que souvent on avait des refus, qu'il ne fallait pas... voilà, que c'était le jeu. Et ça arrive très fréquemment d'ailleurs. Ça arrive très fréquemment. Et j'avais pour la première fois cette envie d'être lue et d'avoir un retour sur mon texte. Pas parce que j'avais l'impression d'avoir fait un truc extraordinaire, mais c'est vraiment une envie d'avoir un retour, voir si les lecteurs avaient autant vibré que moi à l'écrire. Et donc j'ai eu vent de ces plateformes et j'ai mis mon texte en un clic. Mon cousin qui est un peu artiste m'a fait une couverture sympathique. J'ai fait poser ma belle-sœur avec un ciré jaune sur l'épaule et une blouse blanche, un stéthoscope dans la poche et paf, en un clic, j'ai mis, c'était gratuit, sur la plateforme. Et là, alors que ça faisait des mois que j'attendais mes réponses d'éditeurs, en 3 semaines, j'étais numéro 1 de toute la plateforme, téléchargée plus de 100 fois par jour. C'est qu'après cela qu'on va vous suivre avec une vraie maison. Et appelée par 2 maisons d'édition à Paris en disant voilà, on vous suit sur la plateforme, on veut absolument éditer le livre. Voilà. Qu'à cela ne tienne, pour votre deuxième roman, vous avez eu cette volonté de vouloir rester sur ce marché numérique. Donc, vous avez fait appel à Camille Mofidi. Comment s'est passée votre collaboration et pourquoi vous avez tenu à rester aussi sur sur ce canal-là? Moi, j'aime bien que mes livres puissent être lus sous forme numérique, papier. Finalement, cet accès à la lecture m'intéresse. Et Camille, qui fait partie de l'équipe Kobo, qui dépend de Fnac. Qui est la librairie numérique. M'a contactée. Et puis, depuis le début, me suit et m'accompagne dans ce marché numérique. Est-ce qu'il y a un processus particulier pour mettre un livre en ligne? Puisqu'on se dit finalement, c'est comme si on mettait un PDF et que les gens lisent. Est-ce que le processus est beaucoup plus complexe que cela? Alors, c'est pas très compliqué. On peut dire qu'effectivement, c'est avec une couverture et un fichier Word, on peut effectivement mettre son livre en ligne et le publier sur des librairies comme Kobo et Fnac très facilement.
Et là, donc l'instrument fétiche, quand même, ça reste la liseuse que vous nous avez apportée. Mais est-ce qu'ils sont nombreux, finalement, les auteurs, autrices, comme Sophie Tallmen, qui décident d'avoir voilà, les deux versants, le papier physique et aussi le livre numérique? Oui, tout à fait. Je pense que, on voit que le lecteur ou les lecteurs ont envie, avant tout, voilà, c'est le texte qui les touche. Après, quel que soit le format, nous, justement, on est libraire numérique, on n'oppose pas du tout le papier au numérique. On pense vraiment que ce sont des usages complémentaires. Et dans toutes les études qu'on fait de lectorat, on voit justement que ce sont des grands lecteurs qui viennent à la liseuse et qui continuent à acheter des livres papier toujours autant. Finalement, ça augmente leur consommation entre guillemets de lecture parce qu'ils vont prendre certains livres quand ils partent en week-end, etc. sur la liseuse, on va dire plus pour la mobilité, et ils continuent à être vraiment des adorateurs de la lecture papier pour chez eux, pour certains genres aussi. On a aussi beaucoup entendu que pendant le confinement, beaucoup de Français se sont mis à lire des livres numériques. Finalement, il y a eu une vraie augmentation des lecteurs. Oui. Sur ce oui, support-là. On a vu ça, effectivement. C'est vrai que le livre numérique a aussi connu un boom pendant le confinement, parce que voilà, on était tous chez soi, on cherchait à s'occuper. Et les librairies étant, voilà, à un moment, elles ont été ouvertes parce que commerce essentiel, mais pendant, il y a eu un flottement, on ne savait pas. Et donc, on a pu avoir effectivement beaucoup de lecteurs qui cherchaient des livres voilà, à lire sur leur liseuse, sur leur téléphone, avec des applis. J'imagine qu'entre votre deuxième et votre sixième roman, il y a beaucoup plus de lecteurs en numérique, ou pas? Vous avez quelques chiffres? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que... Vos lecteurs sont encore très attachés aux livres papier? Ouais. J'ai pas l'impression qu'il y a un grand boom entre le deuxième et les... Oui, en fait, ça augmente. On va dire que la courbe, elle est pas forcément exponentielle, mais elle continue à augmenter vraiment progressivement. Aujourd'hui, d'après les statistiques du SNE, le livre numérique représente à peu près 12-15% du gens marché restent papier. attachés au livre papier aussi. Ouais. Donc ça augmente. Enfin, on va dire que l'usage s'installe tout doucement, mais effectivement, les lecteurs Kobo étaient vraiment au rendez-vous de tous les romans de Sophie. Et d'ailleurs, ton livre a été dans le top 10 en 2018, des livres les plus lus sur Kobo. D'accord. Allez, on va poursuivre cette discussion, mais on va d'abord marquer une pause. On va retrouver Evan à la Galerie Pomme. Il est en compagnie de Franck et Stéphane, un personnage haut en couleur. En venant visiter l'étrange cabinet de curiosité de Monsieur Pomme, il faut absolument venir dans la salle du fond, qui est une galerie d'art avec des œuvres un peu singulières, si je peux me permettre. C'est vrai, singulière, brute, abstraite parfois. Donc 12 artistes que j'expose à l'année. Donc tous artistes bretons ou habitant en Bretagne et tous déclarés en tant qu'artistes. Et alors il y a des choses vraiment singulières pour le coup, comme ces magnifiques petites poupées en porcelaine. Ah oui, ça c'est l'artiste Trophel qui fait ça. Donc elle a fait une série spécifique pour les chambres d'enfants. Oui, pour qu'ils passent une bonne nuit. C'est ça. Alors vous exposez 12 artistes, dont vous. Oui. Et il y a pas mal de jolies choses et vous allez nous faire un petit tour express des œuvres que vous avez réalisées, que vous exposez ici. Oui, alors là, on peut voir ici les collages. Donc, c'est des collages sur jambes. Donc, ça permet de mettre des images, des mots ou des phrases pour passer un message. Ça fait peut-être référence à vos expériences. Vous avez eu un cabaret? Oui, c'est ça. Ça rappelle un peu les ça. jambes de Franche Cancan, Voilà. m'ont toujours plu. Ici, on a des œuvres qui sont donc sur tableau. Donc avec un travail de peinture sur cadre, laqué également. C'est beaucoup, j'imagine, de travail de trouver toutes ces phrases. Vous passez votre temps à éplucher les catalogues, les magazines? C'est ça. Dès que je trouve une image qui me plaît, un texte que je peux associer, je le fais ensemble. Alors ensuite? Alors ici, j'avais créé, donc ça c'est de l'assemblage sur tête. C'était lors du premier confinement, en fait. J'avais créé donc ces têtes... Avec plein de clous et de punaises. Voilà, des clous, des vis, des pièces. C'est du boulot, ça. C'est du boulot. Mais pendant le confinement, on avait le temps. Oui, c'est vrai. C'est ça. Et ici, les œuvres zoomorphiques, parce que j'adore ça. Donc, on va recoter mon petit côté récupération, brocante, objet ancien. Tout est de récup. Tout est de récupération, l'objet existant, pour éviter que ça finisse à la poubelle. Du coup, on les remet en scène et puis on invente une histoire dessus. Mais attendez, vous êtes brocanteur, donc il faut aussi que vous ayez le temps de chiner les objets qui sont dans la boutique, d'être dans la boutique. Ça fait 2. Et troisième, de faire des œuvres. Comment vous faites?
Eh bien, 24 heures dans une journée, on a le temps. Je ne suis pas aux 35 heures en tant qu'artiste. Ah oui, ça c'est sûr. Alors justement, en plus de tout ce que vous faites, vous êtes aussi président de l'une des associations de commerçants de Lorient et vous êtes en train de monter un projet hyper sympa. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors oui, le projet ça s'appelle 100 artistes pour Lorient. Donc c'est 100 œuvres qui vont être vendues au profit d'associations qui sont vendues par commissaire-priseur. Une exposition au mois de juin, une vente au mois de juillet. Donc, c'est au profit de 2 œuvres caritatives qui sont l'École des possibles et les Blues Roses. Donc 2 associations en faveur de l'enfance. Oui, tout à fait. Et qui vous tiennent à cœur. Vous donnerez quoi comme œuvre ? Alors, je vais donner une œuvre plutôt singulière, passe-partout, sûrement une jambe. Bon, très bien. Et ce sera à partir de 10 €. À partir de 10 € les ventes aux enchères. Et alors, on va terminer par une petite dédicace pour vous, Sophie, puisque vous avez réservé un objet qui pourrait éventuellement lui plaire. Absolument, parce que comme je connais bien Sophie, avec ses œuvres artistiques et d'écriture, j'ai pensé à cette magnifique machine à écrire, donc, qui date des années 50. Et je pense qu'elle sera ravie avec une belle boîte qui va... ou celle-ci. Je peux appuyer ? Oui, Ah bien voilà, sûr. pour écrire votre prochain roman, Sophie, vous savez Ou celle-ci. où venir. Voilà. Si elle va dans les années 70. Il y a l'embarras du choix, donc on vous attend. Bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup, Evan. Sophie Tellmen, elles vont se rajouter à votre collection, j'imagine. Je suis très tentée, là. Quand on voit Franck, on se dit qu'il pourrait peut-être être l'objet d'un personnage dans une future fiction. Tout à fait, je prends des notes. Alors, il y a une autre personnalité, cette fois sur l'Armor Plage, que vous aimez beaucoup. On aurait pu se rendre dans sa boutique, mais faute de pouvoir y aller, c'est Martine qui vient à nous, on va l'écouter. Coucou Sophie. Ben écoute, si un jour on m'avait dit que j'étais le coup de cœur d'une auteure à succès, franchement, je ne l'aurais pas cru. Et pourtant, ce succès, il était tellement, mais tellement prévisible. Je ne sais pas si tu te souviens, nous nous sommes rencontrés il y a à peu près 9 ans, quasiment jour pour jour. On organisait pour la commune, dans le cadre associatif du Festival du jeu à l'Armor Plage, un jeu de piste. Et ce jeu de piste, tu te souviens, c'est toi qui en avais écrit le scénario. Un truc de fou. Tu nous avais fait des scènes de crime, des personnages hauts en couleur. Tu avais même réussi à mettre ton mari en fossoyeur devant le cimetière. Franchement, tu avais fait fort. Nous étions tous bluffés par ton talent. Et depuis, tu vois, tu as fait ton chemin. Vraiment, ça fait plaisir de croire que nous sommes peut-être un tout petit peu à l'origine de ton succès. Voilà, et bien écoute, on se croisera très vite en Bretagne, sur les sentiers que l'on fréquente toutes les deux. Toi en jogging, moi souvent en balade, on n'a pas vraiment le même rythme. Bon, en ce moment, je ne suis pas en Bretagne, mais tu vois, je pense très très fort à toi. Je te fais des gros bisous, Sophie, et comme on dit dans la commune, bon vent à qui me salue. Ciao! Voilà, pour C'était ce petit clin d'œil de Martine. Alors, vous allez quand même nous dire qui est Martine, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc Martine, c'est Titine la Sardine à l'Armor Plage, qui a sa petite boutique déco. Vraiment, je vous invite à aller la voir. Elle, avec des créateurs locaux qu'elle choisit. Donc il y a de la vaisselle, il y a des serviettes, il y a des lampes, il y a plein de choses. Moi, j'ai vraiment toujours des posters et toujours plaisir à aller la voir. Et c'est vraiment une personnalité dans la commune, un peu comme le brocanteur, voilà, qui est très investi dans le monde aussi associatif. Et effectivement, j'avais créé un jeu pour les enfants de la commune, un jeu enquête. Et c'est tellement un personnage que Titine faisait partie de l'enquête. Oui. Je lui avais inventé une histoire d'amour. Enfin voilà, les enfants, ils allaient la voir avec des yeux. Et non, elle est super, vraiment. On va revenir à votre dernier roman. Alors, vous évoquez notamment comme thématique la vie après le cancer du sein. Comment vous vous êtes emparé de ces thèmes qui est finalement assez éloigné de votre spécialité, la neurologie? Mais justement, j'aime bien maintenant aller voir aussi ailleurs. J'ai mon regard de médecin sur la médecine en général. Et j'avais ce personnage de Marie. Marie, elle est gynécologue, elle est entière. Elle se spécialise dans le cancer du sein. Donc, je me suis mis à sa place. Elle a l'habitude d'opérer, elle s'est bien opérée. Mais elle a envie, après l'opération, de savoir reconstruire une belle poitrine pour les femmes qui ont envie. Et donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé une copine gynéco à l'hôpital. Je dis, voilà, j'ai mon projet de roman, est-ce que je peux assister à des consultations
des reconstructions. Et voilà, elle m'a ouvert les portes de sa consultation. Et comme j'ai aussi l'étiquette médecin, j'explique aux gens, voilà, c'est le secret professionnel, j'écoute avec un regard de professionnel. Et puis voilà, et j'ai appris plein de choses. Et j'aime bien, en racontant une histoire, ponctuer l'histoire de plein de petites choses où j'apprends au lecteur aussi ce que ça peut être, la reconstruction mammaire. Et j'aborde cette phase de résilience après le cancer du sein où ces femmes, elles ont envie de mettre aussi de côté leur maladie, se sentir belles, féminines, justement en lien avec l'association. Oui, justement, vous avez voulu mettre à l'honneur cette association, un Rose and Paul, je le disais, donc une association qui permet à des femmes touchées par le cancer du sein de s'initier à la pratique du pole dance. C'est une association que vous avez lancée, elle a à peu près un an. Alors vous aussi, dans votre vie professionnelle, vous êtes amenée à accompagner ces femmes Laurent Billot. Moi, je suis kinésithérapeute à Rennes, spécialisée dans la prise en charge des femmes qui ont eu un cancer du sein. Donc c'est vrai que j'ai mon côté métier où je vois beaucoup de patientes avec cette pathologie et j'ai mon côté perso où moi-même je faisais de la pole dance. Donc ça fait longtemps que vous avez dit il faut que je marie les deux. Voilà, que j'ai envie de faire quelque chose, de créer un projet là-dessus pour qu'elles puissent ressentir moi ce que j'ai ressenti aussi en faisant de la pole. Donc voilà, c'est vraiment essayer de se réapproprier son corps, se sentir fière d'elle et puis voilà, mettre à l'honneur aussi cette discipline qui est un véritable sport. Donc c'est hyper important aussi dans leur phase de reconstruction, si pas que physique et aussi psychique mentale, de pouvoir retrouver leur féminité. Donc je trouvais que c'était un sport adapté et du coup on leur conseille aussi de faire du sport. Donc voilà, j'ai vraiment eu envie d'élargir le panel des sports proposés. C'est vrai que c'est assez une démarche originale. On ne pense pas du tout au pole dance quand on pense sport adapté pour femmes post-cancer. Voilà. Moi, dans ma patientèle, j'ai des femmes de plus en plus jeunes, donc elles ont envie de faire des choses aussi un peu plus originales. Et puis on parle beaucoup dans les séances. Oui, c'est ça, il y a du sport, donc, mais il y a aussi ça le a toujours partage été, entre les femmes. Laurane, vous faites de la pole, donc ça a l'air génial. Plus mes patientes jeunes. Et donc, elles m'ont aussi beaucoup aidée à avancer dans ce projet. On a eu une patiente test parce qu'il a fallu construire un petit peu un cours justement adapté par rapport Justement, quels sont les gestes qui sont adaptés pour que ça puisse être pas trop violent aussi pour elles qui sont... Alors, c'est vraiment pas un sport physique quand même. On a favorisé des exercices plutôt sur les jambes parce que c'est très important aussi de se remuscler globalement après un cancer. Voilà, et on a aussi adapté, on leur explique bien qu'elles vont à leur maximum. On a voulu travailler les amplitudes articulaires au niveau du haut. Donc voilà, après, ça reste un moment aussi de partage, de fun, on s'amuse. Entre femmes aussi. Entre femmes. Et puis surtout qu'elles repoussent leurs limites. Voilà, au début, c'est « non, mais Laurane, mais moi, je ne vais pas réussir ». Et à la fin, ça donne quoi? Et à la fin, ça te donne « ah, merci, c'était génial, j'ai vraiment réussi ». Vous ne vous connaissez pas avec Laurane Billot, mais vous êtes tombée sur cette association. Un article et après, Internet, je me suis dit, non, il faut vraiment que j'invite Laurane à parler de son association parce que voilà, je trouve ça super, vraiment. Et chose assez rare, la pole dance s'invite sur notre plateau de France 3 Bretagne. Je crois que c'est jamais arrivé depuis l'existence de notre chaîne. Frédérica, je vous invite à nous rejoindre. Donc Frédérica, c'est avec elle que vous faites les cours à destination de ces femmes post-cancer du sein. Alors vous allez faire une petite démo. C'est à vous. Help the people, and if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. People, help the people, nothing will drag you down. Oh, and if I had to bring, oh, and if I had to bring, I'd be cold as a stone and rich as a fool. It turned all those good hearts away.
Sophia. On va vous laisser tranquillement nous rejoindre. Alors c'est vrai que c'est vraiment très très joli. Hein. Waouh. On applaudit une nouvelle fois. Je vous invite à nous rejoindre et à reprendre votre souffle tranquillement. C'était vraiment très très joli. Qu'est-ce que c'est gracieux. Merci. Ah là 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 là. Alors on va quand même un petit peu préciser qu'on fait des choses simples. Un peu plus simples. Hein. Oui, Elle nous a évidemment, fait adapté. magnifique démo. C'est-à-dire que moi, déjà, quand j'ai commencé, je faisais pas de grand écart, je faisais pas souple, je touchais pas mes pieds quand je me penchais, je faisais pas de danse, pas de sport, rien du tout. Donc j'ai vraiment commencé sans aucune conscience corporelle, sans aucune force ni souplesse. La pôle m'a amené tout ça. C'est vraiment pour gagner ça. Et justement, la question qui me vient à l'esprit, c'est comment vous faites en sorte que ces femmes se sentent à l'aise? Parce que c'est vrai que ça doit être impressionnant d'avoir cette barre-là. Déjà, quand vous faites une démonstration, on doit se dire « Oh là là, mais c'est pas possible, c'est pas fait pour moi ». Comment on fait pour les mettre à l'aise, pour que chacune puisse trouver sa place aussi? On est naturel. Voilà, on est nous, on n'est pas mieux que les autres. Moi, je suis pas du tout aussi souple que Fred. Hein. Moi, ça fait que 3 ans. Je cherche un peu de souplesse. Donc, et qu'est-ce qu'on apprend en tout premier? Vraiment que ce soit rigolo aussi. Donc, qu'elle s'amuse, rigolo. Qu'elle s'amuse. On se prend pas la tête et on est là pour passer un bon moment. Une des premières choses qu'on apprend, c'est à frimer quoi qu'il se passe. Ouais, c'est vrai. Être fier de ce qu'on est. On commence par des positions très simples qui permettent de travailler le déséquilibre. Donc, comment réussir à se tourner autour de la barre, etc. Là, la barre, elle est tournante, mais on commence par une barre plutôt fixe en général. Ensuite, on apprend des figures justement qui tournent autour de la barre. On apprend comment monter sur la barre, comment tenir sans mettre les mains sur la barre. Voilà. C'est beaucoup de techniques, surtout. C'est vraiment des placements assez précis. Donc, tout le monde peut y arriver. C'est vraiment pas une question de force, vraiment pas une question de souplesse. C'est comme n'importe quel autre sport. On commence pas en étant déjà souple ou déjà fort, quoi. Ouais. Sophie, impressionnée par la prestation. Vraiment, quelle grâce, c'était magnifique. Merci. Ça vous donne envie de tester ou pas? Je manque de souplesse, vraiment. Encore une fois, voilà, c'est souvent les clichés de la pôle, c'est qu'on combat 2 clichés assez classiques. C'est la première, très sulfureux, où les gens pensent que tout de suite on va se déshabiller. En réalité, on est en petite tenue parce que c'est la peau qui adhère sur la barre, donc ça fait partie des obligations. La deuxième, c'est justement qu'il faut déjà être souple, déjà être fort. Non, pas du tout. Vraiment. Et j'ai eu très peu d'élèves en presque 9 ans d'enseignement qui étaient pires que moi quand j'ai commencé. Donc tout va bien. Et justement, ce qui est important aussi, c'est que vous gardiez cet aspect associatif pour que les femmes puissent au moins essayer une première fois et voir si ça leur convient. Exactement. C'est ce pourquoi j'ai créé l'association. C'est pour pouvoir offrir au moins un cours à toutes ces femmes. Donc voilà, grâce aux dons qu'on reçoit à l'asso, on essaye d'organiser aussi des journées un petit peu pour récolter des fonds. On en a fait une pour Octobre Rose. Dans le cadre d'Octobre Rose. Mais du coup, c'est vraiment, venez essayer, venez vous amuser avec nous. Je vous remercie en tout cas d'avoir été avec nous pour cette rencontre étonnante. C'est pour ça qu'on adore cette émission, parce que vous êtes aussi formidable à votre façon. Je termine avec votre roman, Sophie, Des matins heureux, sort le 30 mars prochain aux éditions Albin Michel. J'imagine que le 8e est déjà en route. Hein. Ah oui, moi j'ai vraiment un rythme d'écriture le soir. Un roman chaque année. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment une passion et un plaisir, l'écriture. Donc voilà, je suis assez régulière. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous qui nous regardez chaque matin sur France 3 Bretagne. On se retrouve dès demain pour une nouvelle rencontre. Sophie, c'est l'heure de la petite photo de fin d'émission. On immortalise l'émission. Alors, c'est bon pour vous? Alors, je suis une piètre photographe, je le dis. Je peux trouver 4 matins avec moi. Voilà, parfait. I never seen anybody do the things you do before.